Alors la suite de notre programme, elle est simple. Dans quelques minutes, nous allons démarrer une table ronde consacrée à la place des femmes dirigeantes dans les sociétés privées, mais aussi les administrations publiques. Donc on va recevoir un panel de représentantes qui va venir débattre sur cette thématique sous la houlette de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. On va faire les présentations dans quelques instants, mais je vais laisser la modératrice de ce débat vous présenter. Johanna, je pense que... C'est bon, ça marche? Ça marche très très bien. Merci beaucoup. Je te laisse le micro, la parole, et bon échange entre toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, et surtout une très bonne fête en cette journée de la femme. Je suis ravie donc d'animer ce panel aujourd'hui avec 4 femmes au parcours remarquable, donc femmes dirigeantes du secteur public et du secteur privé, dans des domaines d'activité très variés. Mais nous avons un point commun, qui est le travail et les responsabilités qui vont avec. Nous allons donc évoquer la place de la femme dans chaque secteur et au préalable, j'aimerais rappeler quelques chiffres assez importants, surtout en cette journée. Les chiffres de l'INSEE en 2023. Au niveau du secteur privé, 40% de la population active est féminine et 30% sont des femmes inscrites au répertoire du commerce et de l'industrie. C'est un chiffre qui est inférieur à ceux des hommes, mais c'est un chiffre qui est tout à fait honorable et qui va continuer à croître dans les années à venir. Au niveau du secteur public, les salariés femmes de la fonction publique en 2023 représentent 44%, mais surtout, les femmes occupant des postes de décision sont de 51%. Nous avons 24 femmes occupant des hauts postes de direction contre 23 hommes, donc un petit peu plus que les hommes. Donc nous avons ces directrices qui sont là aujourd'hui et nous allons commencer avec Françoise. Bonjour Françoise. Françoise, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes donc l'une de ces directrices de la fonction publique. Vous êtes directeur des affaires culturelles de Monaco depuis 2019. Vous êtes d'ailleurs la première femme à accéder à ce poste. Également directeur du théâtre Princesse Grace. Vous êtes nommé expert culturel représentant la principauté auprès du Conseil de l'Europe. Jusqu'à l'an dernier, vous étiez également élu à la mairie, charge que vous avez occupée durant 16 longues années. Françoise, pouvez-vous nous parler justement de la place des femmes dans le secteur très diversifié de la culture? Oui, avec grand plaisir. Alors bonjour à tous. Le paysage culturel de la principauté s'organise, je dirais, en trois grandes missions. La première mission est administrative, et notamment de par ma direction, mais aussi de tous les conseils d'administration et de toute la gestion des institutions culturelles. Donc je vais vous faire un petit panel, un petit tableau de ces fonctions-là et celles qui sont détenues par les femmes. Donc je souhaiterais aborder l'aspect administratif, puis l'aspect artistique, bien évidemment, et l'aspect technique aussi, qui commence progressivement à se féminiser. En ce qui concerne l'aspect administratif, à la direction des affaires culturelles, nous sommes en tout une équipe de 58 personnes et tout l'aspect administratif pur est tenu pratiquement par des femmes et tout l'aspect technique par des hommes. Dans ces missions, nous avons en poste de directeur une scientifique, puisque nous avons Elena Rossoni qui est directeur du musée d'anthropologie, mais également sur toute la gestion des équipements culturels, nous avons une femme. Donc, dans l'aspect purement fonction publique, il est vrai qu'on est assez bien répartis en tant que femmes. Sur les institutions culturelles, en revanche, les directions sont tenues plus particulièrement par des hommes et nous avons eu le très grand plaisir d'accueillir Cécilia Bartoli à la tête de l'Opéra depuis l'année dernière, qui est à la fois qui prend l'aspect artistique mais aussi l'aspect de direction de l'institution. Et après, sur tous les administrateurs de ces institutions,
nous sommes à part égale entre hommes-femmes. Voilà, donc tout ce qui est le pilotage administratif de la culture est assez équilibré. Voilà, mis à part au grand poste de direction artistique des institutions, puisque nous n'avons qu'une seule femme. Sur l'aspect artistique en principauté, donc nous avons un large panel tenu par les femmes, des créatrices dans tous les domaines, sculpture, peinture, photographie, et leur place est à égalité, aussi bien dans leur visibilité que dans l'aspect création. Et enfin, dans l'aspect technique, alors là, oui, c'est largement détenu par les hommes. Et alors que lorsqu'une femme est à la technique, il y a beaucoup de précision, d'organisation. Elles sont très appréciées. Et à noter que pour la salle Garnier, à l'Opéra, le régisseur général est désormais une femme. Voilà. Donc progressivement, les métiers se féminisent, mais plus difficilement dans l'aspect technique culturel. Voilà, pour un petit peu un tableau que nous pouvons approfondir après plus longuement. Et pour aborder, alors en général, juste je ferai allusion à un article qui est sorti hier dans Le Monde pour donner un petit exemple de programmation d'artistes au féminin. Il y a eu une étude qui a été effectuée à la Philharmonie de Paris dernièrement, et sur les dernières années de programmation, sur les compositeurs, il n'y a que 6% de compositeurs femmes qui ont été programmés. Donc il y a encore beaucoup à faire parce que les compositeurs, les compositrices sont très nombreuses et très talentueuses. Mais malheureusement, les programmateurs, souvent masculins, oublient les artistes et les compositeurs femmes. Voilà. Mais nous sommes là, nous sommes vigilants, nous sommes vigilantes et je pense que c'est dans un effort commun que nous allons pouvoir encore développer les missions et la création des femmes dans le monde de la culture. Merci beaucoup Françoise pour ce panel. C'est vrai que la culture est donc très variée, il y a des domaines d'activité très variés et on est ravis en tout cas que ça progresse, que ce chiffre progresse et de vous avoir à la tête comme première femme directeur des affaires culturelles. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer à Benoît Rousseau de Sévelinge, le directeur du CHPG. Je vais vous présenter brièvement Benoît. Vous êtes également la première femme nommée directeur du CHPG, poste que vous occupez depuis 2018. Après des études en sciences politiques, vous choisissez d'orienter votre carrière vers des fonctions hospitalières en intégrant l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Après 2 années passées au sein de ce groupe, vous revenez en terre natale, en principauté en 2009, et vous intégrez le CHPG. Vous supervisez de grands projets comme la transformation numérique ou la construction du nouvel hôpital. Alors Benoît, nous aimerions que vous nous parliez un petit peu de la proportion des femmes travaillant au CHPG et en quoi cette mixité hommes-femmes dans le secteur de la santé est un atout. Merci Johanna. Bonjour à tous. Alors j'ai pris mes petits chiffres puisque le CHPG c'est 2700 salariés avec 2 grandes populations, c'est-à-dire le personnel médical et le personnel non médical. Chez les médecins donc on est à parité. Quasiment, 53%, 47%, ça dépend des entrées, des sorties. On est sur cette parité-là. En revanche, quand on va sur le top management médical, on retrouve 65% d'hommes et 35% de femmes. Alors on va avoir beaucoup de débats à la retraite, j'espère que ça va permettre de faire évoluer les choses pour qu'on ait une représentation féminine un petit peu plus importante. D'autant plus que cette représentation féminine, elle est très différente chez les soignants et le personnel technique, ouvrier et administratif. Nous sommes à 72% de femmes au CHPG. Et parmi celles-là, dans les soins, nous avons un joli score de 83% de femmes cadres, ce qui n'est pas le cas dans le hors-soin, avec 45%. Alors ça s'explique parce que dans le hors-soin, on a beaucoup de métiers techniques, et par nature, dans les métiers techniques et ouvriers, on retrouve encore plus souvent des hommes avec des discriminations classiques de, généralement, l'électricien ou le maçon, ça ne se dit pas trop au féminin. Très bien, merci. Bon, Benoît, vous êtes donc la première femme qui accède à ce poste de direction dans un contexte sanitaire inédit.
puisque 2 ans après, c'est donc le Covid et la crise sanitaire. Comment avez-vous géré cela à la tête donc, du CHPG? Alors, quelle serait la spécificité d'un directeur féminin d'hôpital? Je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qu'est-ce que je peux faire pour mes patientes, et puis il y a l'aspect qu'est-ce que je peux faire pour le personnel, puisque comme je vous dis, 2700 agents, dont une grande majorité est féminin. Pour les femmes, il faut savoir que l'accès aux soins est plus difficile que pour les hommes. Cette discrimination, elle existe. Elle se réduit, j'espère, avec le temps, quoique les chiffres ne le montrent pas forcément, mais elle est bien réelle. Elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier, il est celui de l'éducation. Les médecins ont été formés à travers les temps, à travers les âges, à soigner des hommes. Or, hommes et femmes n'ont pas forcément les mêmes symptômes dans la maladie. Il y a une association sur Monaco, Femme Leader, qui est très préoccupée par ce sujet-là, dans le cadre des soins de la maladie cardiovasculaire, puisque c'est l'exemple typique où les symptômes ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. Et comme les médecins ont historiquement appris à diagnostiquer l'homme, eh bien, ils ont plus de difficultés à diagnostiquer la femme. Alors, maintenant, on le sait, évidemment, les facultés de médecine ont changé de braquet et prennent en compte cette difficulté-là, mais ça va prendre un petit peu de temps encore. L'autre facteur, il est socio-culturel. On sait que les femmes vont d'abord s'occuper de leur famille, de leur travail, puis de leur santé. Donc il y a un retard d'accès aux soins. Alors j'espère que les jeunes générations auront tendance à prendre plus soin d'elles en priorité, mais c'est une réalité aussi. Il est social aussi, puisque les statistiques démontrent que les femmes sont plus souvent précaires que les hommes, et la précarité dans l'accès aux soins, c'est un facteur important. Non seulement parce qu'il faut avoir l'éducation pour repérer le bon médecin, mais en plus parce qu'une partie des soins engendre des dépassements d'honoraires que toutes les femmes ne peuvent pas se payer. Et ce critère-là, il est majoritaire chez les femmes par rapport aux hommes. Alors, la question, une fois qu'on a ce constat-là, c'est comment on essaye de travailler là-dessus, et puis surmonter aussi un autre aspect psychologique, qui est que la femme exprime moins souvent la douleur. Je vais peut-être vous faire sourire, mais on dit souvent qu'un homme ne supporterait pas un accouchement. En revanche, une femme supporte très bien la grippe, étrangement. Donc comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Au CHPG, on a décidé de modifier notre organisation de soins et notre accès aux soins. On organise des journées d'examen et d'exploration diagnostique qui permettent d'éviter l'errance et puis qui surtout permettent aux femmes de ne pas se préoccuper de la prise de rendez-vous et de l'enchaînement des prises de rendez-vous. Donc pour tout ce qui est diagnostic et exploration du cancer du sein, toutes les maladies pelviennes, qui sont des maladies dont on ne parle pas, personne n'ose dire « je suis incontinente après mon accouchement » et pourtant, beaucoup de femmes rencontrent ce problème-là. Et puis l'endométriose, qui est une maladie très mal diagnostiquée, qui est une maladie qui a des conséquences terribles sur la femme, à la fois sur la personne, mais aussi sur la femme dans la société et dans le travail. Donc ces journées diagnostiques, elles visent à faciliter l'accès aux soins pour ces maladies qui sont compliquées à diagnostiquer et à prendre en charge. On a également eu à cœur, depuis mon arrivée, de développer tous ces soins qui s'adressent à la femme, notamment la chirurgie gynécologique, qui était assez peu pratiquée au CHPG. Il y a eu 2 embauches depuis. Et on va se lancer aujourd'hui dans la chirurgie carcinologique ovarienne complexe pour éviter aux femmes qui résident à Monaco ou qui sont monégasques de devoir se faire prendre en charge à Nice, à Lyon ou à Paris, comme c'était le cas jusqu'à il y a quelques années. Donc voilà ce qu'une femme directeur peut essayer d'entreprendre par rapport à ses patients. Et puis par rapport au personnel, c'est l'autre aspect, puisque donc 2700 agents, 72% de femmes, vous faites un calcul, c'est assez rapide. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille beaucoup sur les formations. J'ai beaucoup développé des formations qui sont sur site ou des e-learning, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes, elles n'osent pas abandonner leurs enfants pour partir 3 jours en formation à Paris, ce que les hommes font plus facilement. C'est aussi comme ça qu'elles vont pouvoir accéder à des responsabilités. On a développé l'offre à la crèche. Aujourd'hui, on aide énormément les femmes avant l'accouchement, avant l'admission à la crèche, et puis à la crèche avec un soutien à l'allaitement et des permissions de travail qui sont données là-dessus, pour que tout simplement ces femmes-là, elles reprennent le travail plus vite, si elles le souhaitent naturellement, mais qu'il n'y ait pas cet obstacle-là, qui est un véritable obstacle dans la carrière et dans le déroulé de carrière d'une femme.
Et puis dernière initiative, et là je vais remercier Vibeke que j'ai vu quelque part avec l'association Chicane. On a mis en place le dispositif Monarègle pour lutter contre la précarité menstruelle, et c'est quelque chose que nos agents ont extrêmement apprécié et continuent à apprécier, parce qu'elles ont vraiment l'impression qu'on prend soin d'elles aussi en tant que femmes. Parfait, merci beaucoup Benoît. C'est vrai que toutes ces initiatives sont très importantes. Alors elles ont été prises par vous, parce que vous êtes une femme directeur, elles auraient peut-être pu être prises également par un homme. Néanmoins, ce qu'on essaie de prôner ici, c'est la complémentarité du management féminin et masculin, puisque nous sommes donc différents et nous avons des choses à apporter de manière différente à ce management. Et puis, cela permet donc de prendre en compte la spécificité, donc c'est une chose très importante. Je dirais que ce qui change, c'est qu'une femme va peut-être ouvrir plus facilement les yeux, ou on va lui répéter plus de choses. Quand je parlais d'incontinence, je pense que c'est plus compliqué d'aller en parler à un homme non médecin. Par contre, effectivement, ce sont les hommes qui m'accompagnent dans la mise en œuvre de ces projets. Et sur le sujet de l'équipe de direction, nous, on est à parité totale, 50%, 50%. Je pense que c'est la clé du succès, en tout cas pour le traitement des patients dans votre domaine spécifique et aussi pour l'économie tout entière. D'ailleurs, nous allons continuer dans cette voie-là avec Christine Pasquier. Christine qui a la particularité aujourd'hui d'être à la fois secteur public, à la fois secteur privé, puisque Christine est membre de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, puisqu'elle est cofondatrice du cabinet d'avocats CMS Monaco et associée. Vous êtes avocat défenseur à Monaco depuis de nombreuses années et à ce titre, vous avez donc rejoint notre association. Et vous êtes également élue puisque vous êtes conseillère nationale et surtout présidente de la Commission des droits de la famille et de l'égalité. Alors Christine, pouvez-vous nous parler un petit peu de la femme en politique et surtout du travail de cette commission, pour l'égalité notamment? Merci Johanna, bonjour tout le monde. Alors, la femme en politique, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le Conseil national, qui est l'équivalent du Parlement en France, pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil national. Nous sommes des élus, donc mandatés par nos électeurs. Et je pense que la particularité du rôle des femmes au sein d'une assemblée comme la nôtre, c'est le fait qu'une femme fait beaucoup de choses, et donc, de ce fait, est un très bon relais. La femme s'implique dans la famille, s'implique dans le travail, dans le médical, parce que c'est elle qui va amener ses enfants, c'est encore beaucoup comme ça, hein, ses enfants chez le médecin. Et elle constitue un excellent relais de par sa polyvalence auprès des autorités et peut relayer des tas de besoins, les transformer si possible en loi, puisque c'est notre travail. Et donc c'est ce à quoi s'applique la commission de la famille et de l'égalité que j'ai la grande chance de présider. S'agissant des travaux de cette commission, je vais prendre mon petit papier pour ne pas oublier, il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Le premier, bien entendu, c'est les initiatives en faveur de l'égalité. Les initiatives en faveur de l'égalité, au titre desquelles, bien entendu, les violences, les différentes violences qui peuvent être faites aux femmes. Nous travaillons en ce moment plus spécifiquement sur les violences économiques. Il n'y a pas que les violences physiques, hein, dans un pays comme Monaco où il y a quand même des situations financières assez diversifiées. On voit souvent des femmes qui sont maintenues en état de dépendance économique et c'est des sujets qu'il faut essayer de traiter, probablement par la loi, donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Il y a le fameux sujet chef de foyer, qui est un sujet qui nous concerne toutes, puisque comme vous le savez, à Monaco, le chef de foyer est l'homme et non pas la femme, quand bien même ce serait elle qui travaillerait. J'ai vu comme ça des situations ahurissantes où l'homme ne travaillait pas, habitait en France, il était au chômage, la mère travaillait à Monaco et ils avaient 2 enfants qui étaient en résidence alternée et le chef de foyer était l'homme qui ne travaillait pas. Donc c'est des situations ahurissantes. Le gouvernement est en train de s'en préoccuper avec le Conseil national. Ça avance doucement, mais ça avance. Nous travaillons également sur la prise en charge des troubles d'apprentissage. Ça, c'est pour les jeunes enfants. Une meilleure gestion des conflits familiaux. Alors, on travaille sur l'idée d'un divorce qui serait potentiellement sans faute. À Monaco, on peut divorcer par consentement mutuel, mais il faut l'accord des 2 époux. Si un des 2 s'y oppose, il faut passer par un divorce pour faute, ce qui est toujours très douloureux, contraignant, compliqué, spécifiquement pour les enfants qui en souffrent énormément. Donc l'idée est d'arriver à ce qu'on appelle un divorce faillite, que connaissent certains pays plutôt anglo-saxons, mais qui permettent de divorcer sans aucune raison. Il suffit qu'un des 2 veuille
dissoudre le mariage pour que le divorce intervienne, ce qui n'empêche pas bien entendu aux tribunaux de couvrir les conséquences éventuellement financières du divorce. On travaille également sur l'égalité de l'accès aux pensions de réversion, et alors cette fois c'est en défaveur des hommes, puisque la pension de réversion est perçue par l'homme à un âge supérieur que par la femme, et là aussi il semble qu'il faut travailler à atteindre une égalité. Nous travaillons également sur l'administration légale, l'administration judiciaire, tout ce qui est congé parental, on va y venir un peu plus tard je pense, et j'ai de bons espoirs, mais ça c'est à titre un peu plus personnel, d'arriver à aborder la question de l'IVG et de faire en sorte que désormais on puisse pratiquer l'IVG à Monaco et que les médecins ne soient pas condamnés pénalement s'ils devaient pratiquer cette IVG. Mais encore une fois, je précise bien que ça c'est à titre personnel pour l'instant que je mène ce combat. Merci Christine, merci d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément évidents à parler en principauté, mais c'est important de les soulever, donc vraiment merci pour ça. Justement, de manière un peu plus spécifique, puisque ça concerne justement les femmes chefs d'entreprise, le Conseil national a récemment adopté un projet de loi pour mettre en place donc, le congé maternité pour les travailleurs indépendants de sexe féminin, puisqu'il n'existait pas. Est-ce que, donc c'est vraiment tout récent, hein, c'était il y a quelques semaines, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce congé maternité dont nous nous réjouissons, nous, femmes chefs d'entreprise ? Bien sûr. D'abord, fait assez exceptionnel, c'est une loi qui a été votée en 3 mois. Donc c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement. Ensuite, rien de particulier puisqu'on s'est vraiment adapté au texte qui existe déjà pour le congé maternité dans le privé et dans le public en termes de durée. La seule différence du congé maternité pour les travailleurs indépendants, c'est que l'Assemblée, et d'ailleurs en accord avec le gouvernement, a souhaité faire en sorte qu'il y ait une vraie flexibilité et non pas d'obligation. En tant que femme profession libérale, j'ai moi-même pris 3 jours pour chacun de mes enfants, donc pour vous dire, et je pense qu'on ne peut pas obliger une femme travailleuse indépendante à prendre un congé maternité pour avoir droit aux allocations correspondantes. Donc il faut que ce soit souple. Si la femme peut prendre 1 semaine, elle prendra 1 semaine. Si elle peut prendre la totalité du congé, tant mieux pour elle, elle prendra la totalité du congé. Mais il faut avoir une vraie flexibilité parce que chaque métier, chaque travailleur indépendant a des contraintes différentes et il faut pouvoir s'adapter. C'était l'idée du législateur. Très bien, merci. Bon, au moins, il y aura cette possibilité. Et rien que la possibilité, c'est important. Merci beaucoup, Christine. Je vais donner la parole à notre dernière intervenante que j'ai le plaisir de présenter, puisque c'est la vice-présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Leïla, vous êtes avocate de formation. Vous avez également la capacité professionnelle permettant l'exercice de transport public routier, de marchandises et de personnes, et l'exercice de commissionnaire de transport. Je suis obligée de lire parce que c'est très technique. Vous avez rejoint en 2012 la société Monaco Logistique, société monégasque familiale, fondée par votre papa en 1997, dont vous êtes associée avec lui aujourd'hui. La société Monaco Logistique gère notamment les entrepôts appartenant au gouvernement monégasque sur le sol français. Leïla, vous gérez au quotidien un effectif dépassant les 200 salariés, j'imagine à prédominance masculine, qui sont répartis sur la France et Monaco. Qui dit transport dit camion et surtout univers masculin. Leïla, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la femme dans ce secteur d'activité ? Bonjour, merci Johanna, merci surtout pour l'invitation et pouvoir faire parler du transport est un plaisir pour moi parce qu'on est rarement invité, parce que comme tu viens de le dire, c'est un univers qu'on considère masculin, mais heureusement ça commence un petit peu à changer. Il faut savoir que le transport et la logistique, donc je vais plutôt donner des chiffres Monaco français, parce que si c'est que Monaco, c'est vraiment minime, donc plutôt par rapport à la France. Le transport et la logistique représentent à peu près 800 000 emplois. Sur ces 800 000 emplois, il faut savoir que seulement 19% sont des femmes. Donc on va dire plus de 80% vraiment masculins. Ce secteur d'activité vient d'augmenter un tout petit peu le nombre d'embauches avec 2%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même 2%, ce qui est bien. Donc, on continue à attirer un petit peu autant les hommes que les femmes. Il faut savoir que dans le transport, vous avez différentes activités. Et dans ces différentes activités, la place des femmes est vraiment diverse. Si vous prenez le transport sanitaire, vous allez tomber à 40% de femmes, ce qui est quand même très important. Vous partez dans la logistique, vous avez 30% de femmes.
Vous arrivez à mon secteur d'activité à moi, vraiment transport de camions, avec camions, vous passez à 11% de femmes. À savoir que ce 11% de femmes, vous allez retrouver plus des femmes dans le support, on va dire, administratif, comptabilité, exploitation. Et si vous posez la question, combien y a-t-il de femmes chauffeurs, de femmes qui ont un permis poids lourd, vous tombez à 3%. Ce qui représente vraiment pas grand-chose. Très bien, mais tu nous disais donc que ce chiffre est en augmentation. 2%. Très bien. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation, justement, les mentalités, Alors, pour moi, il y aurait 2 raisons pour cette évolution. Alors, je sais que certains me disent 2%, c'est pas énorme, mais c'est quand même bien. Je ne pense pas que tous les secteurs d'activité augmentent aussi rapidement. 2 évolutions. La première, tout simplement par rapport aux femmes, c'est les mentalités. Les femmes vont oser plus facilement aller dans un métier qu'on considérait vraiment masculin, ce qui n'est pas vraiment le cas, voilà. Et la deuxième raison, c'est l'évolution technologique et mécanique. Vous avez de plus en plus de métiers qui sont automatisés, ce qui veut dire que la pénibilité du travail est moindre, donc il va attirer peut-être un peu plus les femmes. Très bien, merci. Et pour dernière question, quels sont les avantages, selon toi, de la mixité, justement, homme-femme dans ce domaine des transports? Alors, je pense qu'en particulier, c'est les conditions de travail qui vont être améliorées. Lorsque vous intégrez une femme ou des femmes dans des équipes d'hommes, les questions et les problématiques de travail vont être différentes. Vous allez avoir donc la réduction de pénibilité. Donc, lorsqu'une femme va rechercher un certain confort ou améliorer son poste, à savoir que, également, lorsqu'un poste est amélioré, les hommes vont en bénéficier également. Une femme va chercher à améliorer sa flexibilité et également ses horaires. Donc, lorsque, auparavant, les messieurs organisaient des réunions à 17h, lorsque vous allez avoir une femme qui est directrice ou responsable, il y a peu de chances qu'elle organise une réunion à 17h. Elle va plutôt le faire à 14h. Et donc, c'est un petit avantage également dont les hommes vont pouvoir bénéficier. Et surtout, une femme, alors je dirais que peut-être qu'elle n'a pas le choix, elle va chercher à avoir un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Très bien, merci Laïla. Justement, donc, quand on parle de vie privée et vie professionnelle, on a encore un petit peu de temps, donc on pourrait aborder un peu ce sujet, puisque c'est vrai que la particularité d'une femme, c'est de devoir gérer beaucoup de choses. Certains diraient équilibre impossible entre vie privée et vie professionnelle. Moi, j'aime à dire équilibre difficile, mais équilibre possible. Est-ce que, Françoise, on en parlait d'ailleurs hier, vous pourriez nous parler un petit peu donc, de cette conciliation entre vie privée et vie professionnelle, puisque non seulement vous avez été directeur des affaires culturelles, mais à un moment, vous aviez même concilié les deux avec votre charge d'élu à la mairie. Oui, mais à cette époque-là, je dois préciser que j'avais déjà des enfants qui étaient assez grands et que dans ma toute première vie professionnelle, j'étais enseignante, ce qui a facilité les choses. Et j'ai souhaité changer de vie professionnelle après, mais parce que je considérais un petit peu... Bon, c'était mon premier choix, hein, c'était mon choix d'être enseignante. Et après, l'évolution de ma carrière s'est faite une fois que mes enfants pouvaient se débrouiller tout seuls, comme si j'avais une sorte de culpabilité de dire d'abord, je dois m'occuper de mes enfants, et après, je pourrais envisager de changer de profession. Et là, je pense que si j'ai un conseil à donner, et justement aux femmes, c'est d'élever différemment les enfants. D'abord, d'élever en pensant aux femmes, d'élever les garçons en pensant aux femmes, leurs petits garçons. Et puis ensuite aussi d'éduquer leurs filles en leur disant ce n'est absolument pas une culpabilité que de laisser son enfant et que d'aller travailler. Tout à fait, Françoise. Et d'ailleurs, vous me disiez hier, j'ai pu travailler comme un homme. Et maintenant, je travaille comme un homme. Voilà, puisque les enfants étaient grands. Mais oui, c'est l'image que j'ai. Voilà, ça veut dire que voilà, Oui, sans contrainte familiale, sans emploi du temps, voilà, avec un emploi du temps professionnel très rempli, puisque dans ma fonction, on est aussi très souvent dehors le soir, puisqu'il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller soutenir la création.
Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je le vois pour mes collaboratrices et justement j'essaie un petit peu d'organiser pour elles un emploi du temps qui leur permet de ne pas culpabiliser, mais d'être d'avoir la possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est important parce que comme vous le disiez, pour les formations, les femmes sont toujours, ont plus de difficultés à laisser la famille et aller se former, laisser 2-3 jours les enfants, peut-être même difficilement le mari parfois, et ça c'est plus compliqué. Et voilà, donc il est vrai que c'est à nous femmes d'élever nos enfants autrement, je pense, pour faire changer les choses et les faire évoluer. Tout à fait, je pense que c'est d'ailleurs un des buts majeurs de cette journée. Benoît, vous nous expliquez que justement à l'hôpital, vous mettiez en place des choses pour justement, en prenant en considération que vous aviez des salariées féminines qui ont des enfants avec les horaires adaptés, etc. Et c'est une très bonne chose. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet, justement parce il est important donc de concilier les deux et on ne peut pas nier qu'une femme a des horaires qui sont différents que les hommes. C'est ça. L'objet, c'est de concilier deux. Donc, on travaille pas mal en ce moment sur la semaine de 4 jours, par exemple, pour ceux qui ne sont pas en 4 jours, parce que souvent les infirmières travaillent en 3 jours ou 4 jours. Mais au-delà de ça, il y a un vrai sujet qui est celui de la culpabilité, comme vous le disiez. Et cette culpabilité-là, il faut apprendre à la partager, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses, parce que malgré tout, les demandes de travail à 80%, à 70%, les demandes de disponibilité, c'est rarement les hommes qui les posent pour raisons familiales. Oui, voilà, donc ça c'est une réalité, il faut... Je tiens à préciser, moi je suis la plus âgée, que souvent cette culpabilité venait de nos mères, hein, pas de nos conjoints. Oui, c'est là où je voulais en venir en fait, c'est que cette culpabilité elle est aussi entretenue et alimentée par les femmes. Et c'est bien le sujet sur lequel nous devons de travailler déjà. Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a ce sentiment de culpabilité quand on est au travail par rapport aux enfants. Quand on est aux enfants, il y a ce sentiment de culpabilité pour le travail. Donc en fait, on a toujours l'impression de faire mal quelque part. Et en fait, on est tout le temps tiraillé. D'ailleurs, Christine, à ce sujet, vous aussi, vous aviez cumulé, vous aviez déjà été élue au Conseil national dans le passé, quand vos enfants étaient plus petits, et vous aviez déjà cumulé ces fonctions. Et vous me disiez également que c'était compliqué avec des enfants en bas âge, donc de concilier les deux charges. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement ? Oui, bien sûr, Johanna. À la différence de ce qui vient d'être dit, j'avais pour ma part un enfant de 3 ans quand j'ai brigué mon premier mandat, et ma fille est née pendant ce mandat, donc mes enfants étaient très jeunes. Et pour revenir sur la question de la culpabilité, je crois vraiment que c'est le cœur, et que si on peut donner un conseil à toutes les femmes du monde, à toutes les filles du monde, c'est de ne pas culpabiliser. Je pense que chacun d'entre nous doit faire les choix qui sont les siens. Il ne faut rien se refuser. Si on choisit d'être femme au foyer, c'est très bien, c'est pas grave, c'est très difficile d'être femme au foyer aussi. Pour moi, c'est le métier le plus dur du monde. J'aurais pas pu l'être, sincèrement, alors que j'ai pu être avocat et conseiller national. J'aurais pas pu être femme au foyer. Donc je crois que vraiment, il faut que nous apprenions, nous les femmes, à refuser la culpabilité qui nous a effectivement probablement été enseignée par nos mères, voire par une éducation qui était faite comme ça à l'époque. Mais les temps changent, Dieu merci. Et mesdames, ne vous refusez rien. Faites les choix que vous avez à faire. Ne regardez pas en arrière et avancez. Et à ce prix-là, on arrive à sortir de cette chape qui est la culpabilité, parce qu'on l'a tout en nous, mais on peut la combattre. C'est quelque chose qui se combat, finalement. Et je voudrais terminer là-dessus en disant aussi qu'après, toutes les situations sont différentes, mais je crois que c'est Françoise qui disait hier, quand on préparait cette table ronde, qu'elle a la chance d'être accompagnée. Je crois aussi que le partenaire ou la partenaire est quelqu'un de très important, parce que c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui nous comprend, qui nous soutient, et qui est fier de nous aussi. Et ça, c'est quelque chose, pour celles qui ont la chance d'avoir un ou une partenaire de ce calibre-là, c'est merveilleux. Moi, je peux dire que depuis 30 ans, j'ai cette chance. Bravo, bravo. Et sachez aussi qu'après, ce sont vos enfants qui vous soutiennent et qui préfèrent avoir une maman épanouie qu'une maman 24 heures sur 24. Tout à fait. Et parfois, ils vous reprochent de ne pas avoir été là, mais à la fin,
Ils sont tellement fiers de vous et tellement contents et ils suivent cet impulse qu'on leur a donné. Oui, c'est vraiment bien justement de souligner tout ça, puisque nous-mêmes cet après-midi, nous allons faire un atelier qui s'appelle Girl Boss, où vous êtes d'ailleurs toutes femmes mentors, avec l'association Chicaniken, donc ça porte bien son nom, hein, Chicaniken. C'est la 3e édition et nous recevons les jeunes filles de 11 à 25 ans avec vous, mesdames, et 25 autres femmes dirigeantes de la principauté, pour justement expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent viser haut, viser des hauts postes de direction dans la fonction publique, dans tous les domaines d'activité que nous venons rencontrer, ou créer leur entreprise comme Laïla, mais aussi concilier et ne pas renoncer à la maternité, parce que ce ne doit pas être un choix, ou la carrière ou les enfants, ça peut être les deux. Laïla peut nous en dire quelque chose, puisque vous avez aussi des enfants en bas âge, et tu aimes aussi à dire que c'est quelque chose de possible. Et si tu veux oui, Johanna, il est tout à fait possible de travailler, d'avoir des enfants et d'avoir une vie familiale. La seule chose, c'est savoir s'organiser, et il faut aussi accepter l'aide. Moi, j'ai la chance d'avoir une nounou qui est formidable, donc elle connaît mon planning de la semaine, on est d'accord là-dessus. Mon mari a également des moments où c'est lui qui récupère les enfants. C'est vrai que c'est pas évident, et c'est vrai qu'on culpabilise. Je préférais être avec mes enfants que les savoir avec une nounou, mais je sais bien que j'ai pas le choix. Et je me dis, mais moi aussi, je me vois pas être femme au foyer. Donc voilà, il faut essayer de concilier les deux. Et la meilleure chose, c'est de se sentir bien pour que nos enfants se sentent bien aussi. Et c'est vraiment de s'organiser bien à l'avance. Mais c'est possible de faire les deux, je confirme. C'est souvent la question qu'on nous pose et qui nous agace hein, d'ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez faire les deux? Est-ce que c'est possible, etc. Donc il faut y répondre, et je suis ravie de voir qu'on partage tous ceci. Ce qui est compliqué, j'aimerais bien, parce qu'on a encore un peu de temps, on peut échanger là-dessus, c'est cette charge mentale dont on parle régulièrement. Donc c'est la culpabilité, mais c'est vrai que c'est cette charge mentale de penser à tout le temps, et qui peut être un petit peu difficile. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur cette lourdeur qui pèse aux femmes, parce que des fois elles se sentent quand même malgré tout débordées par tout ça? Moi, je veux bien, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Je crois qu'on a un avantage, c'est qu'on accepte de déléguer, que ce soit dans le cadre de nos métiers, peut-être plus facilement qu'un homme, et je ne veux pas faire de la comparaison de bas de gamme, mais le fait de déléguer est très important, que ce soit dans la vie familiale ou dans la vie professionnelle. Et ça allège un petit peu cette charge mentale à partir du moment où on est capable de faire confiance. Et là, il y a aussi cette notion de confiance, qui fait que quand vous trouvez là les bonnes personnes à qui déléguer, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial, ça permet d'avancer de manière plus sereine et d'alléger un peu cette charge mentale. Bon, très bien. Écoutez, mesdames, merci. Merci à vous, et puis merci, bravo pour le parcours, merci pour les messages pour les générations futures. Donc, bonne journée de la femme et bonne fête.